Et 2023. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin, une fois de plus, sur les antennes de For You Media Africa, dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce jour. Le sujet du jour nous conduit au Mali, bien affaire 46 soldats ivoiriens. Faure Yassimbe, en visite à Bamako, plaide pour une grâce présidentielle. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafour, avec ma collaboratrice Kouchou, qui est sur ce plateau. On aura notre traditionnelle info du jour, les unes du jour, l'image du jour, et bien sûr, si le temps nous permet, on aura le buzz du jour. Bonjour Kouchou. Bonjour mon tour, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous ceux qui, chaque matin, de lundi à vendredi, ont le temps de quelques minutes, voire un peu plus d'une heure, à nous accorder pour remuer l'actualité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, dans le cadre de l'image du jour, on va s'intéresser à un phénomène qui va grandissant, mais qui désormais touche une couche de la population féminine dont on ne se serait pas imaginé qu'elle soit concernée par les perruques. Les enfants même de moins d'1 an, on commence à en voir de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et il est une image qui fait parler sur les réseaux sociaux, justement, depuis quelques heures par là. C'est au Nigeria et c'est un couple qui a décidé comme ça d'arborer une perruque, et non des moindres, aux couleurs vraiment très étincelantes. L'enfant n'a même pas 1 an et la question est en train d'enflammer les réseaux sociaux. Est-ce que les perruques doivent également être arborées aux enfants et particulièrement aux petites filles africaines? On en parle dans le cadre de l'image du jour. Merci, que ce sera certainement à la fin de cette émission. L'info du jour nous conduit en Guinée équatoriale. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir à présent, le sujet du jour. Mali a fait 46 soldats ivoiriens. Faure Yassimbe, en visite à Bamako, plaide pour une grâce présidentielle. Eh bien, courte visite de quelques heures du président togolais à Bamako hier, mercredi 4 janvier 2022, pour évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier au Mali, un dossier dans lequel Lomé se pose en médiateur. Ces militaires ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Même si Faure Yassimbe a évité la presse, sa visite est une étape importante. Il s'agissait d'évoquer ce qu'une source proche du dossier a qualifié de dernier réglage dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, condamnés la semaine dernière à 20 ans de prison au Mali. Faure Yassimbe a plaidé pour une éventuelle grâce présidentielle malienne qui pourrait mettre fin au dossier. Jusqu'à présent, le Togo s'est battu et continue de se battre pour un dénouement heureux dans cette affaire, et les autorités maliennes ne cachent pas qu'elles préfèrent la médiation togolaise à celle de la communauté internationale de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. De son côté, il n'y aura pas de sanctions de la CEDEAO contre le Mali dans l'immédiat, malgré l'ultimatum fixé à Bamako pour la libération des 46 soldats ivoiriens, fixé au 1er janvier 2023, a affirmé mercredi 4 janvier à la presse Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée et président en exercice de la CEDEAO. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème, a ajouté Umaro Sissoko Embalo. Pour le président bissau-guinéen, ce délai supplémentaire n'est qu'une question de bon sens. Voilà, mesdames, messieurs, telle est notre thématique de ce jour. Vous pouvez également participer à cette émission en nous envoyant des messages sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute cette émission. Kouchou, lors de sa dernière visite qui date d'hier, 4 janvier 2022, le président du Togo, par ailleurs médiateur
de ce dossier, les 46 soldats ivoiriens, Foya Simbé s'est rendu à Bamako. Il s'est entretenu avec son homologue Assimi, le colonel Assimi Goïta, effectivement. Et au sorti de là, il s'avérait qu'il a plaidé pour une grâce présidentielle pour ces 46 soldats ivoiriens qui ont été condamnés le 30 décembre dernier à 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que Bamako sera réceptif pour vous, Koucho? Est-ce que Bamako s'est d'ailleurs montré réceptif à la dernière délégation ivoiro-togolaise qui était en visite au Mali? Oui, oui. Et toute chose qui a rendu assez surprenant la décision de justice qui s'en est suivie quelques jours après, condamnant ces 46 soldats ivoiriens qui, déjà depuis près de 6 mois, sont détenus du côté de Bamako. Donc, les hostilités, ou du moins, il y a eu une ouverture finalement dans les discussions au mois de décembre dernier. Et toute chose qui donnait le sentiment que les discussions, le dialogue entre Abidjan et Bamako a été ouvert à la faveur de cette délégation emmenée par le ministre de la Défense ivoirienne, le petit frère du président ivoirien. Ouattara, qui avait pris soin de mettre dans la délégation ivoirienne le ministre également togolais des Affaires étrangères, qui endossait le rôle de médiateur et représentant du président Faure Gnassingbé, et l'accueil chaleureux qui leur avait été accordé du côté de Bamako a laissé entendre effectivement que les deux pays avaient franchi un pas en avant, notamment dans la résolution de ce problème des 46 soldats qui dure depuis déjà plusieurs mois. Alors quelques semaines après, on voit une condamnation de ces 46 soldats. Et aujourd'hui, c'est le président togolais lui-même qui fait le déplacement du côté de Bamako. De sortir par rapport à cette actualité, moi j'avais déjà relevé le fait que une décision de justice, ça peut être revu, Et cette grâce qui est demandée par le président togolais vis-à-vis de la justice malienne, l'on n'est pas en lieu et place de cette justice qui, forcément, en émettant cette décision, est allée sur la base de preuves ou alors d'éléments concrets. Et s'il faille revoir cette décision, forcément, ça ira également sur la base de certains arguments de poids et de choc qui auront pesé. Est-ce que le président togolais aura donc apporté de ces éléments de poids, de choc qui pourraient faire peser la balance en faveur de ces soldats côté malien? C'est là où réside la question fondamentale d'ailleurs de ce déplacement, qui s'est voulu assez incognito, puisque la presse, ce n'est que tard dans la soirée qu'on a appris le déplacement du président Gnassingbé du côté du Mali, et aussitôt il s'en était allé, comme porteur d'une décision ou alors d'une nouvelle des plus singulières qui n'avaient pas forcément droit d'être ébriefées dans les médias. Et donc, on se souvient que lors de son discours adressé à la nation le 31 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a assuré que ces 46 soldats ivoiriens seront bientôt de retour à Abidjan. Il a parlé avec une assurance assez déconcertante, effectivement, compte tenu de la situation, parce que on a des soldats qui sont incarcérés, mais quelques jours après, on a un président ivoirien qui n'est pas du tout alarmé et pas du tout alarmiste d'ailleurs dans ses propos, puisqu'il reste calme et rassure les Ivoiriens de ce qu'ils seront libérés. Est-ce que ces propos du président ivoirien étaient pesés, mesurés du fait que peut-être il sait qu'il y a une décision, ou alors que les lignes vont bouger du fait du déplacement du président togolais? Là est toute la question. D'ailleurs, le président togolais Faure Gnassingbé, selon les médias ivoiriens, serait en déplacement du côté de la Côte d'Ivoire. Effectivement, aujourd'hui même.
Voilà. Peut-être à essayer de donner le rapport de ce qui a été dit hier lors de sa visite et lors de son entretien avec le colonel Assimi Goïta. De toutes les façons, on aura la quintessence de cette information et nous, For You Media, nous vous donnerons l'actualité de ce côté-là en temps réel. On continue dans l'actualité. Cette fois-ci, c'est l'info du jour. Tout de suite. L'info du jour nous conduit en Guinée équatoriale. Enquête pour torture présumée. Malabo accuse Madrid d'ingérence. C'est bien le vice-président de la Guinée équatoriale et tout-puissant fils du chef de l'État, Teodoro Obiang-Nguema, voilà, a accusé l'Espagne d'ingérence après que la justice à Madrid a ouvert une enquête pour enlèvement et torture de 2 opposants de nationalité espagnole à Malabo. Cette enquête révélée mardi par le quotidien espagnol et a confirmé à l'AFP à Madrid par une source judiciaire vise 3 proches du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. Il s'agit de Carmelo Ovono Obiang, chef du service de renseignement extérieur et l'un des fils du chef de l'État, Nicolas Oba Nchama, ministre de la Sécurité nationale, ainsi que le directeur général de la sécurité présidentielle, Isaac Nguema Endo. Il figure parmi les plus hauts responsables de la sécurité dans cet État d'Afrique centrale, parmi les plus fermés au monde et doté d'un régime les 3 hommes sont soupçonnés par cette juridiction madrilène d'avoir fait kidnapper en fin 2019 au Soudan du Sud 4 opposants qui arrivaient d'Espagne, dont 2 citoyens espagnols d'origine équato-guinéenne, de les avoir rapatriés de force à Malabo et de les avoir fait torturer de manière répétée, affirme le journal qui dit avoir eu accès au rapport de la police espagnole le 15 novembre 2019. 4 opposants au régime d'Obiang, tous résidant en Espagne et dont 2 juifs de la nationalité de ce pays, Feliciano Efa Mangué et Julio Obama Mefouman, avaient été portés disparus quelques jours après leur arrivée au Soudan du Sud, enlevés et transférés en Guinée équatoriale. S'alarmait le 8 janvier 2022. Amnesty International, dans un communiqué, les 4 étaient membres du mouvement pour la libération de la 3e République de Guinée équatoriale, un mouvement politique d'opposition en exil en Espagne, selon El País. Ils auraient été arrêtés à Djouba par les militaires sud-soudanais et mis dans l'avion présidentiel à destination de la Guinée équatoriale avec les 2 autres membres du MILGER résidant légalement en Espagne. Eh bien, bienvenue Ndong Ondo et Martin Obiang Ondo. Voilà, Quechou Malabo qui accuse l'Espagne d'ingérence sur ces 4 Espagnols, ces 4 opposants du président Obiang-Nguema. Est-ce que ce n'est pas peut-être un complot, parce que cela survient après que Obiang-Nguema ait gagné la dernière élection présidentielle? Pour vous, ce ne serait pas un complot? S'il y avait une intention à fausser les résultats des urnes ou à mettre à mal le capital sympathie vis-à-vis du président, c'est un tantinet un peu en retard, puisque les élections ont déjà donné vainqueur le président Obiang-Nguema Bazogo, et d'ailleurs la cérémonie d'investiture s'est déjà tenue. Oui. Donc l'Espagne accusée d'ingérence, c'est un combat comme on en connaît beaucoup en Afrique, de colonisateur à colonisé, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. La famille Obiang qui fait l'objet de plusieurs attaques et de plusieurs enquêtes, notamment pour la fortune, par exemple, de la famille Obiang, qui est accusée de tous les maux, de malversation, de corruption,
Et voilà, c'est un procès d'ailleurs qui, je pense, est d'ailleurs toujours en cours. Et c'est un rude combat de tout le clan Obiang qui est mené contre, pas seulement l'Espagne, même la France d'ailleurs. Effectivement. Il y avait un intérêt particulier. D'ailleurs, la question était de savoir lequel intérêt. Y a-t-il à autant s'intéresser à la fortune et aux avoirs de la famille Obiang? Donc, une affaire comme une autre et une affaire comme il y en aura certainement d'autres, mais la durée, si aujourd'hui le président Obiang est le président un exercice encore avec une durée des plus conséquentes à la tête de l'État équato-guinéen, c'est certainement parce qu'il sait se jouer finalement de tous ces problèmes et autres attaques venant de tout bord et particulièrement du côté d'Occident, et saura certainement gérer cette autre polémique qui émaille actuellement la chose politique du côté de Guinée. Merci, Kouchou. On va rester avec vous cette fois-ci pour le tour des différents kiosques des capitales africaines. Kouchou, on a cela 2 semaines, non, parce que la dernière production de l'année, on a clôturé l'année avec le site d'information à lui d'info, mais depuis le début de cette année 2023, qu'est-ce qu'il se passe? Ça manque à lui d'info. Justement, c'est le retour aujourd'hui à Luida. D'accord. On va terminer ce Voilà, les une de ce jour, c'est avec Kouchou tout de suite. Les unes du jour, c'est tout de suite. Bienvenue ou re-bienvenue dans le cadre des unes du jour, votre instant consacré à un petit tour d'horizon de quelques médias africains et forcément à l'actualité telle que traitée par ceux-ci. Du nord au sud, d'est en ouest, on s'intéresse donc à l'actualité africaine et aujourd'hui on commence du côté d'Afrique de l'Ouest. Du côté d'Afrique de l'Ouest, on s'intéresse notamment à l'actualité du côté du Mali exactement. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Ça fait d'ailleurs l'objet de notre sujet du jour. 24 heures de visite du président togolais, son excellence Faure Gnassingbé, nous fait savoir ce matin le site d'information malien Mali Jet. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, était en déplacement du côté de Bamako le mercredi 4 janvier 2023. Le président de la République du Togo est arrivé à Bamako, nous fait savoir Mali Jet, pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures exactement. Il a été accueilli par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et à l'aéroport international du président Modibo Keïta de Bamako, Seno. Les deux présidents se sont donc rencontrés et le premier ministre, le docteur Choguel Maïga, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Dio, des membres du gouvernement ainsi que la communauté togolaise au Mali ont donc pris part à cette cérémonie dont les détails sont édictés et précisés dans cet article de malijet.net. Après Mali Jet, on s'intéresse à l'actualité du côté de Guinée, en Guinée-Conakry notamment, avec le site Guinée News. Bilan santé 2022, un secteur qui a repris des couleurs avec le boom des infrastructures sanitaires. L'année 2022 a été marquée par des efforts accrus dans la lutte contre la Covid-19 du côté de Guinée et la mise en place de nombreuses réformes en vue d'assainir le système sanitaire guinéen. À travers une lutte donc engagée contre la vente des faux médicaments, notamment, le tout sur fond d'initiatives portant sur la construction et la rénovation d'infrastructures sanitaires. L'année 2022 s'est achevée sur une note de satisfaction, nous fait savoir Guinée News, en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19 en Guinée. En attendant donc la fin officielle de la pandémie, la Guinée
peut se frotter les mains avec une couverture vaccinale des plus remarquables. On s'intéresse à toute autre actualité, mais cette fois-ci toujours du côté d'Afrique de l'Ouest, notamment avec Abidjan.net et la question politique, je le relevais d'ailleurs tout à l'heure. Le président togolais Faure Gnassingbé s'entretient avec Alassane Ouattara à Abidjan, nous fait savoir le site Abidjan.net, le site ivoirien, qui donc nous donne des actualités les plus fraîches concernant le déplacement du président togolais Faure Gnassingbé du côté de la Côte d'Ivoire, à seulement quelques heures après son départ du côté de Bamako, où il s'est rendu hier et a rencontré le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta. Pas plus que ça de détails actuellement dans Abidjan.net concernant cette visite. Un article qui est publié ou qui a été publié il y a seulement quelques minutes et qui globalement ne brosse pas encore les grands plans ou les grands points de la visite de Faure Gnassingbé du côté de la Côte d'Ivoire. En Afrique centrale, on s'intéresse à l'actualité tchadienne, notamment avec vous avez en image Idriss Youssouf Boy, voilà, qui est le nouveau directeur du cabinet du président de la transition. Voilà, et le site d'information Alwida Info donc nous propose dans cet article de répondre à cette question. Qui est Idriss Youssouf Boy, le nouveau directeur de cabinet du président de la transition? C'est le deuxième décret de l'année 2023 nommant donc à un poste de responsabilité signé par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Idriss Youssouf Boy est donc le nouveau directeur de cabinet. Il est un pur produit du régime de son père et était donc son secrétaire particulier avant de tomber en disgrâce dans une affaire de détournement à la Société des hydrocarbures au Tchad. Sa responsabilité a été écartée par une décision de justice et il semble que le général Idriss Youssouf Boy aurait été victime d'une campagne de dénigrement sciemment orchestrée et entretenue par certains officiers haut gradés de l'armée qui s'opposent à tout changement de système incarné par ce dernier, nous fait savoir entre autres le site d'information Alwida Info du côté du Tchad. Et pour sortir de notre tour des unes, toujours en Afrique centrale, on va s'intéresser à l'actualité du côté du Cameroun avec le site, avec le journal Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin à la reconstruction de l'extrême nord. Le chantier est vaste, nous fait savoir Cameroun Tribune. Le président de la République a rappelé le 31 décembre dernier l'urgence de construire diverses infrastructures socio-économiques dans le Grand Nord du Cameroun et de mener des projets d'envergure pour relever cette région longtemps en proie à l'insécurité et toujours victime de catastrophes naturelles, nous fait savoir Cameroun Tribune et le journal qui revient dans un entretien avec le coordonnateur du programme spécial dédié à cette mission, Aladji Marga Massaou. Le journal Cameroun Tribune revient donc sur les défis à relever et les chantiers urgents à réaliser. C'est à lire en page 2 du quotidien Cameroun Tribune, paru donc en kiosque encore ce matin du côté du Cameroun et qui s'intéresse donc à la question des développements du logement infrastructurel du côté du Grand Nord Cameroun, particulièrement l'extrême nord. C'est en saluant les populations et ceux qui nous regardent depuis Kousséri dans l'extrême nord on va mettre un terme à notre tour des unes de ce matin. Merci Kouicho et merci également pour le retour d'Alwida Info. J'en ai cité ce matin comme si je savais que son grand retour. Voilà, merci Kouicho. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours sur les antennes de For You Media Africa. Votre programme On remue l'actu continue. Le sujet de ce jour nous a conduit au Mali, a fait 46 soldats ivoiriens. Faure Gnassingbé
en visite à Bamako plaide pour une grâce présidentielle. Est-ce qu'on a M. Noubissi Wafo en ligne? S'il est en ligne, bonjour M. Noubissi Wafo, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Merci, bonjour Mamoudou, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. Merci, M. Noubissi Wafo. Affaire 46 soldats ivoiriens, et bien lors de sa courte visite effectuée le 4 janvier à Bamako, Fort Yassimbe, président du Togo, par ailleurs médiateur du dossier des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le mois de juillet, a plaidé pour une grâce présidentielle auprès de son homologue Assimi Goïta, après qu'ils ont été jugés et condamnés à 20 ans de réclusion criminelle le 30 décembre dernier. À quoi s'attendre, M. Noubissi Wafo? Est-ce que Bamako va être réceptif par voilà à ce souhait du médiateur Fort Yassimbe? Oui, ça à quoi il faut s'attendre, c'est que Bamako se montre réceptif. C'est que les 46 soldats qui sont encore détenus, les 46 soldats ivoiriens qui sont encore détenus au Mali, soient libérés dans les prochains jours. Et nous le disons parce qu'il y a un certain nombre de faits, un certain nombre de signaux qui nous amènent à tirer une telle conclusion. C'est que vous vous souvenez, la CEDEAO avait commencé, mais la CEDEAO avait déjà, lors de sa rencontre en marge du sommet de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, la CEDEAO avait déjà envoyé un signal fort au gouvernement malien, c'est-à-dire la transition en place au Mali, pour exiger la libération de ces soldats. À la suite, l'ONU s'était inscrite à la même voie pour demander à ce que les soldats ivoiriens détenus au Mali soient libérés. Évidemment, le Mali ne s'était pas montré très réceptif. Les soldats avaient continué à être gardés au Mali. Et récemment, la CEDEAO est passée un peu à la vitesse supérieure à travers un sommet qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria. Et pendant ce sommet-là, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont pris comme résolution de donner un ultimatum au Mali, lui enjoignant de libérer les soldats ivoiriens avant le 1er janvier 2023, faute de quoi le Mali serait sanctionné, ou alors des sanctions seraient prises par la CEDEAO contre le gouvernement malien, contre les autorités de transition au Mali. Et derrière, il y a eu des échanges entre le gouvernement ivoirien, si vous voulez l'État ivoirien, et l'État malien. L'un des points majeurs de ces échanges, c'est que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a conduit une délégation officielle qui s'est rendue au Mali à discuter avec les autorités maliennes. Et au sortir de cette discussion-là, il y a eu un mémorandum qui a été commis. Un mémorandum qui laissait ou qui indiquait que les deux parties étaient sur la voie de la résolution définitive de ce problème. D'ailleurs, il se dit même que au cours de ces rencontres, les autorités maliennes avaient laissé clairement entendre que l'affaire étant en train d'être menée sur deux, l'affaire étant donc en train d'être menée sur deux aspects, c'est-à-dire l'aspect judiciaire et l'aspect politique, qu'il fallait d'abord que la justice soit rendue dans le cadre de cette affaire avant que les politiques n'entrent véritablement en ligne de compte pour eux aussi voir ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de cette affaire. Évidemment, derrière, il y a eu le discours du président ivoirien, le discours de fin d'année du président ivoirien, qui a clairement dit pendant ce discours-là que les soldats ivoiriens détenus au Mali allaient être libérés et retourner au pays dans quelques jours. Et je rappelle que
avant ce discours-là, il y avait déjà eu des échanges téléphoniques. Il est rapporté qu'il y avait déjà eu des échanges téléphoniques entre les deux chefs d'État, c'est-à-dire entre le chef d'État ivoirien et le chef d'État malien, sur la question. Et donc, quand le chef de l'État ivoirien revient le 31 décembre tenir ce genre de propos, il les tient au lendemain de la condamnation des 46 soldats. Il faut rappeler que le 30, il y a des décisions de justice qui sont tombées relativement à cette affaire. Et les 46 soldats ont écopé chacun de 25 ans de réclusion criminelle. Et les 3 autres qui étaient rentrés au pays ont été condamnés par contumace à mort. Donc voilà les décisions de justice qui sont tombées. Maintenant, la CEDEAO a envoyé un émissaire pour essayer de porter le message des chefs d'État de la CEDEAO au président Goïta. Et cet émissaire-là, c'est bien le président Faure Gnassingbé qui s'est rendu hier à Bamako, au Mali, et qui a rencontré son homologue malien. Tout s'est bien passé, enfin, selon les informations de notre possession, tout s'est bien passé entre les deux hommes. La solution, je veux dire, le volet judiciaire de cette affaire étant clos, évidemment, on va rentrer dans l'exploitation du volet politique. Et dans ce volet politique-là, il faut comprendre clairement qu'on va avoir affaire, pour que les soldats soient libérés, à une grâce présidentielle qui sera accordée à ces 46 soldats-là par le président Goïta. Il ne fait pas de doute que cette grâce présidentielle-là sera accordée, parce que la CEDEAO, qui avait annoncé des sanctions au terme de l'année, de l'année 2022, si les soldats n'étaient pas libérés, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2023, cette CEDEAO-là a elle-même commencé à hésiter en disant qu'il n'y avait pas une forme de sanction arrêtée, qu'il ne fallait pas parler de sanctions dans l'immédiat contre les autorités maliennes. Évidemment, dans une phase comme celle-là, qui est une phase extrêmement délicate, la CEDEAO, qui sait pertinemment qu'on va vers la résolution définitive de ce problème à travers la libération de ces 46 soldats, ne peut pas jeter de l'huile sur le feu en prononçant, ou alors, si vous voulez, en faisant des déclarations qui seraient de nature à faire en sorte que les autorités maliennes se rétractent. D'où alors cette hésitation, on va dire ça comme ça, de la CEDEAO, qui, au jour d'aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons dépassé clairement la date fixée, la date butoir fixée par la CEDEAO pour avoir la libération, pour obtenir la libération des 46, malgré donc que nous ayons dépassé cette date-là, eh bien, rien n'est encore dit en termes de sanctions. Évidemment, cela conforte ce que nous disions. Si rien n'est encore dit en termes de sanctions, cela veut simplement dire qu'on est en train d'aller vers la voie. Ça veut simplement dire qu'on est en train de laisser à Assimi Goïta le fait ou alors la décision politique qu'il prendra, consistant à accorder une grâce présidentielle pour finalement que ces soldats soient libérés et qu'ils rentrent dans leur pays, dans les prochains jours. Donc ce que nous pensons, c'est que au regard d'un certain nombre de faits, d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de signaux qui existent entre les deux pays ces temps derniers, c'est-à-dire le Mali et la Côte d'Ivoire et la CEDEAO tout à côté, il ne fait pas de doute que ces 46 soldats-là seront libérés et que ce n'est plus qu'une question de temps, parce que le président Assimi Goïta va très certainement prendre la décision de libérer à travers une grâce présidentielle. Merci, M. Noubissi Wafo. Mais peut-être une dernière question pour sortir. Comment comprendre cette décision de la CEDEAO qui a déclaré qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, voilà, malgré l'expiration de l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 pour la libération de ces soldats ivoiriens détenus à Bamako?
Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la CEDEAO dit qu'il n'y aura pas de sanctions dans l'immédiat, Oui. malgré l'expiration de l'ultimatum qui était fixé au 1er janvier, alors que nous sommes allés largement au-delà de cette date, quand la CEDEAO dit cela, ça veut simplement dire que la CEDEAO elle-même est dans l'expectative. La CEDEAO attend simplement que les mécanismes de médiation qu'elle a engagés en envoyant le président Niassibé parler au président Goïta aboutissent, ou alors si vous voulez, connaissent un aboutissement heureux. Et ils sont presque convaincus que cela connaîtrait un aboutissement heureux. C'est pour cela qu'on peut observer une relative sérénité de la part de cette CEDEAO qui sait aujourd'hui précisément que se prononcer en vue d'une sanction pourrait davantage créer de la brouille dans cette histoire et les faire reculer dans la voie de la solution ou alors dans la voie de l'obtention de la solution à ce problème. Donc pour nous, la position de la CEDEAO est très compréhensible au regard de l'évolution de la situation que nous avons clairement indiquée dans notre intervention précédente. Donc la CEDEAO, elle sait que ce problème connaîtra une solution pacifique, une solution politique, même si la décision judiciaire elle est à tomber et elle a dû frapper les soldats ivoiriens qui sont accusés de complot d'atteinte à la sécurité intérieure du Mali. Ces soldats-là qui sont condamnés, parce que vous savez, dans cette histoire, le Mali aussi tient à sortir un peu la tête haute. Le Mali tient à ne pas à donner l'impression que cette position, alors je veux dire, son attitude dans cette affaire lui est dictée par une quelconque instance. Et je pense que les derniers événements tels que nous les avons indiqués dans l'intervention précédente, nous amènent à penser clairement que nous allons progressivement vers la solution à ce problème, vers la libération de ces soldats, c'est-à-dire vers un APN. Donc la position de la CEDEAO nous conforte dans cette situation-là. La position de la CEDEAO est un signal, même si c'est un signal qui n'est pas suffisamment perceptible, mais c'est un signal quand même qui laisse comprendre clairement qu'on est en train d'avancer. Qu'on est en train d'avancer, peut-être, pas peut-être, qu'on est en train d'avancer résolument vers la solution définitive à ce problème, c'est-à-dire vers la libération des 46 soldats qui sont encore détenus au Mali en ce moment, des 46 soldats ivoiriens, il faut le dire, qui sont encore détenus au Mali en ce moment. Merci, M. Noubessi Wafo. C'était un plaisir de vous avoir sur nos antennes ce matin. Merci à vous en studio, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à très prochainement. Merci, M. Noubessi Wafo. Passez une excellente journée. On va prendre une autre étape de cette émission. On a un annonceur présent sur ce plateau que je vais présenter tout de suite. Monsieur Tabou Valérie, bonjour. Bonjour, Madame Mouto. Bienvenue sur nos antennes. Merci, Madame. Comment vous allez? Donc, je vais très bien. Très bien. Merci. Vous êtes responsable administratif de UBT, Universal Business and Tour. Pouvez-vous nous présenter votre agence? Il s'agit de quoi concrètement? Ok, Madame Mouto, merci de me recevoir sur votre plateau télé, UTV. Il faut dire que Universal Business and Tour est une agence de voyage spécialisée dans le voyage, la billetterie et le tourisme. Elle existe depuis 2012 et est basée à Douala, au Katia, quoi. Alors, il faut dire que Universal Business and Tour ne fait pas seulement dans la billetterie, mais elle organise aussi des missions économiques à travers le monde entier. Et ces émissions économiques, comment est-ce qu'elles se passent? Et vous avez prévu une autre en novembre prochain. Voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement?
Ouais, il faut dire que à propos de la mission économique que nous organisons pas en novembre, mais en mars, en mars 2023, UBT, l'agence universelle Business en Tour, a été mandatée, pour le dire, point focal Cameroun, Afrique centrale, oui, par le FEBA. Alors, à l'occasion de cette mission, Universal Business en Tour organise donc une mission économique autour de ce forum. Voilà. Bien, bonjour à vous. Bonjour Madame Pouitou. Bienvenue encore une fois de plus à Forio Télévision. Alors, un événement des plus attendus, c'est prévu pour le mois de mars prochain et d'ailleurs ça justifie votre présence dans cette émission. Le FEBA, le Forum économique Belgique-Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce rendez-vous? Oui, il faut dire que le FEBA est une mission économique est un forum économique Afrique-Belgique organisé par la compagnie belge Œil d'Humanité, qui est une instance spécialisée dans l'organisation des salons. Cet événement aura lieu à Nivelles, en région wallonne. Quand vous parlez de salons, oui. Les forums, salons... Bon, en fait, il faut dire que Œil d'Humanité à nos téléspectateurs. Œil d'Humanité est un organisme spécialisé dans l'organisation des salons. Et elle organise donc un forum qui aura lieu en Belgique. Oui. Et ce forum aura lieu le 25 mars, oui, en Belgique. Donc, à cette occasion, donc, Universal Business organise donc une mission économique en faveur des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Oui, oui. Cette mission va se dérouler du 21 au 26 mars 2023. À quoi s'attendre durant ces dates? Oui, il faut dire que les participants vont s'attendre déjà à la participation au forum. Et c'est lors de ce forum-là qu'ils vont donc rencontrer des multiples partenaires, tisser des liens. Ils doivent s'attendre à un hébergement en Belgique. Ils doivent s'attendre à un billet d'avion qui leur sera offert pour se rendre en Belgique. Ils doivent s'attendre à des organisations sur place en Belgique, des B2B, selon leurs différentes attentes. Parce qu'actuellement, on a des partenaires, on a des participants qui ont manifesté déjà ce qu'ils ont besoin. Et ils sont déjà en contact avec les partenaires belges. Donc, à cette occasion, ils vont donc rencontrer ces partenaires-là et pour davantage évoluer dans leur relation d'affaires. Vous avez évoqué des participants. C'est peut-être le lieu de brosser un peu le profil de ces participants pour ceux qui nous regardent et qui se diraient peut-être pas concernés par l'événement. Quel est le profil? Qui peut participer finalement à cet événement? Bon, il faut dire ici que ceux qui sont censés participer à cette mission doivent être des entrepreneurs, des investisseurs, donc des personnes qui recherchent un lieu où ils veulent investir ou où ils veulent importer. On peut aussi avoir des maires. Les maires aussi, les mairies du Cameroun peuvent aussi se rendre là-bas pour tisser des relations entre les mairies camerounaises et les mairies belges. Aussi, même les commerçants, même les associations, même les ONG sont attendus. Oui, sont attendus. Donc, il faut dire que tous les secteurs d'activité peuvent participer à cet événement. Est-ce qu'il y a des contacts ou des sites internet ou autres pages numériques sur lesquelles ceux qui sont justement intéressés peuvent aller avoir davantage d'informations et de précisions? Oui, il faut dire qu'en termes de contact déjà, nous avons notre fixe qui est le 233 42 74. Nous avons le mobile qui est le 6 79 68 34 41. On a le 6 93 68 44 56. Et au niveau de la Belgique, on a le plus 32 483 17 96 89. Est-ce qu'il y a un coût, les moyens d'accès à ce forum? Oui, effectivement, pour participer à ce forum, vous devez débourser un montant de 3 millions de francs qui couvre tout le paquet, c'est-à-dire que votre billet d'avion, votre hébergement, voilà, votre nutrition, votre participation
au forum. Durant tout le forum. Durant tout le forum, durant toute la mission. Oui, oui, vous êtes hébergés, vous êtes nourris. Oui. Oui, oui. Donc on rappelle le lieu déjà de l'événement en Wallonie. En Wallonie, oui, C'est en région wallonne. Voilà. Oui, oui. On va passer le bonjour peut-être aussi à ceux qui nous regardent de ce côté, parce qu'il faut rappeler qu'on est, on est regardé et écouté à travers le monde. Et bien le bonjour donc à ceux de ces panafricains qui sont au rendez-vous tous les matins et qui peut-être nous regardent du côté de Wallonie, en région wallonne. En région wallonne. C'est où? Oui. C'est en Belgique? C'est en Belgique. En fait, il faut dire que la Belgique déjà c'est la capitale. C'est la capitale de l'Europe. Effectivement. C'est la capitale de l'Europe. Et ce qui est intéressant sur ce territoire, c'est que on parle français et anglais là-bas. Voilà. Et la région wallonne, ou encore la Wallonie, est l'une des 3 régions, parce qu'en Belgique, il y a 3 régions. Mais la Wallonie est située au sud de la Belgique. Mais il faut spécifier ici que la Wallonie a cet avantage qu'elle a une diversité culturelle et économique. Donc, au niveau de la région wallonne, on a tous les secteurs d'activité. Donc, pour dire qu'à nos hommes d'affaires ou à nos entrepreneurs ou les instances étatiques telles que les maires, les commerçants, il serait intéressant de se rendre dans cette mission pour pouvoir établir des relations entre le Cameroun et la Belgique. Oui. Merci, Monsieur Tabou Valéry. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur notre plateau. On espère que nos différents téléspectateurs ont pris note et se rendront de ce côté-là pour magnifier ce forum. Je vous remercie aussi, c'est moi qui vous remercie de vous avoir donné l'occasion d'être sur votre plateau pour davantage annoncer ce grand événement. Oui, dont nous tenons vraiment à cœur et dont nous souhaitons être un pilier au niveau du Cameroun, oui, pour inciter l'essor économique du Cameroun à travers des échanges entre différents pays. Merci. Passez une excellente journée et à très bientôt. Ok, merci à vous. Voilà, monsieur, on va sortir de cette émission avec notre dernière chronique. C'est l'image du jour tout de suite et c'est une histoire de Kwetu une fois de plus. Voilà, dans le cadre de l'image du jour, je vous le disais, on va évoquer un fait divers qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir apprécier ces images. Ou du moins on sort fraîchement de la période des fêtes de fin d'année. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est un couple nigérian, un jeune couple, visiblement, comme on peut le voir à l'image. Les tous deux, mesdames, madame et monsieur, ont donc particulièrement, et ça c'est des plus visibles, un attrait pour les perruques. Voilà, et tant et si bien qu'ils ont décidé d'en labourer à leur petite fille qui est encore à même les bras, et une petite fille qui, voilà, non, ça c'est la coiffure Amasunzu qui nous vient du Rwanda, et peut-être d'ailleurs qu'on est un peu nostalgique de ce type de coiffure, pourquoi pas, mais ce ne sera pas ça. Donc, ils d'abord une perruque à la petite fille, une perruque de couleur verte, et pour tous ceux qui s'y connaissent en matière de perruque, ils ont carrément mis l'accent à mettre une lace frontale. Ah ça? Une lace frontale à la petite et une image qui aurait pu passer incognito, une belle image de partager sur leur réseau, mais qui détournée, capturée, se sont retrouvés sur tous les forats. Oui, c'est un bébé, visiblement de moins d'1 an, de quelques mois seulement, et du vert. On ne sait pas si c'était peut-être un hommage au drapeau nigérien, mais l'image fait le tour des sites à buzz et autres plateformes culture sur la toile, parce que la question qui se pose pour les plus extrémistes, c'est à quoi sert cette histoire de perruque chez la femme africaine? Pour un bébé. Un enfant de quelques mois seulement. Est-ce qu'on est en train d'aller vers
une dérive totalement dans les mœurs et dans l'approche esthétique désormais de la femme, de la beauté de la femme africaine. C'est une question qui est soulevée par cette simple image. Moi, j'en ai vu ici même au Cameroun, Kwechu à Douala, notamment sur Facebook, lors du départ en congé des tout petits, des élèves de la maternelle, lors des congés de Noël, une jeune petite fille de la maternelle qui avait des cils. Des cils, oui, des cils. Poses de cils, voilà, effectivement, très longs. Très longs et des ongles sur les doigts. Une petite de la maternelle, de la maternelle, carrément, qui allait en congé. Les parents ont décidé de faire des poses des cils, une pose de cils là, sur les yeux, très longue, une très longue pose, et des ongles sur les doigts, carrément. Pourquoi dépraver davantage cette jeunesse-là? Après, quand elle grandira, qu'est-ce qu'elle dira? Ma maman l'a fait depuis toute petite, pourquoi ne pas suivre les pas de ma maman? Est-ce qu'un enfant de la maternelle a besoin de toutes ces extensions de cils, ongles et tout? Donc c'est la question en tout cas que soulève cette image qui fait le tour de la toile, la question de pourquoi ou alors comment comprendre qu'une nouvelle génération de parents africains en soit aujourd'hui à encourager d'une certaine manière ce phénomène d'acculturation et de commencer déjà dès le berceau à admettre ce type de comportement. Est-ce que vous êtes, favorable à ce type de comportement? Serez-vous à même de laisser votre femme, messieurs, pour vous qui nous regardez, seriez-vous capable de laisser madame arborer une telle coiffure à votre enfant? Le papa qui a accompagné la maman dans cette dépravation. Je crois qu'il est content. Voilà, donc on n'attend pas forcément de vous que vous ayez une réponse là maintenant, mais vous avez la possibilité bien sûr de regarder cette émission en continu et même en replay, et vos commentaires sont grandement attendus, et même à la faveur d'autres émissions on aura à les lire. Donc voilà, c'était un peu ça le cadre, l'image du jour. Merci Kwechu, très belle image de ce jour, très 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 important et très éducatif et édifiant pour une prise de conscience, pas édifiant dans le sens de vous encourager à le faire, parce que on ne peut plus clair qu'un enfant n'a pas besoin d'extension. Ça sert à quoi une perruque sur la tête d'un enfant? Perruque de couleur verte. Il y a des perruques pour des petites fillettes. Ça aussi, c'est un phénomène qui va grandissant. Oui, mais ça au moins c'est acceptable. Pour les parents assez paresseux qui n'arrivent pas à tresser les petits enfants, les petites fillettes, peuvent se procurer ces petites perruques-là en rasta, à faire des tresses à leur gamine. Ça aussi, c'est... En tout cas, le débat est lancé. Sentez-vous libre de donner votre avis, et on se fera un plaisir de lire ces différents avis dans le cadre d'autres émissions. Merci Kwechu. C'est avec cette image que nous sortions de cette émission de votre programme quotidien On remue l'actu de ce 5 janvier 2023. On aura le plaisir de vous retrouver demain avec un nouveau contenu. Restez connectés sur nos antennes et passez une excellente journée.